Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans MPP l'émission. Alors je sais, c'est le titre le plus original de toute la galaxie, mais voilà, c'est MPP l'émission. C'est une émission qu'on va essayer de mener tous les mois, une émission mensuelle, au sein des Maisons des Pop et de la Paix. Ce sera un croisement en fait d'associations, un croisement de regards sur les différentes associations qui sont hébergées à la Maison des Pop et de la Paix. Et aujourd'hui, c'est une première avec plutôt un focus sur l'histoire de la MPP. Donc c'est pour ça que j'ai invité deux générations. Donc Michel et Jean-Claude à ma droite et Honorine et Marion à ma gauche. Merci. Meilleur comédien du monde. Ok, et bah du coup on peut attaquer dans le vif du sujet avec l'histoire de la MPP. Du coup je me tourne plus vers Michel et Jean-Claude qui êtes, on va dire, en grande partie les murs, la fondation, les piliers de la maison des... Comment je peux dire sans que vous preniez mal ouais, bon, voilà, vous êtes un peu à la base quoi, un peu à l'histoire, les fondateurs. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Je sais que la MPP, si je ne me trompe pas, a été créée en 1984. Et ce que je voudrais savoir, c'est les conditions. Moi, je croyais que la MPP était en... Parce qu'en fait, il y a des mythes un peu dans la Maison des Pop et de la Paix, plus que de l'histoire. Je ne sais pas si c'est des théories complotistes communistes, mais on m'aurait dit que la MPP a été créée un peu pour faire face à la naissance, à l'arrivée de Jean-Marie Le Pen, au niveau local, évidemment. Voilà. Est-ce que c'est une chose vraie? Comment ça s'est passé? C'est le contexte, ça, mais en réalité, je vais vous raconter où est née la MPP. Enfin, l'idée de la MPP, le nom même de la MPP. On était trois autour d'un puits. C'était une réunion de militants PSU à l'époque. J'étais conseiller municipal d'Angoulême. Et j'avais en charge les populations migrantes. Donc j'étais allé, moi, je m'étais présenté aux élections avec deux idées derrière la tête. Créer un jumelage avec un pays d'Afrique et réunir toutes les associations tiers-mondistes, humanitaires, etc. Et donc, j'étais jeune élu, je n'avais jamais été élu, je ne savais pas comment ça se passait. Quelqu'un m'a dit, si tu veux exister, il faut que tu fasses un projet et que tu demandes de l'argent. Donc, on était dans une réunion et à un moment donné, on a dit, mais il y avait au moins une vingtaine d'associations qui venaient à la mairie quémander leur subvention. C'était 500 francs à l'époque. Et on s'était dit, c'est un peu ridicule quand même, il y avait au moins une vingtaine d'associations. Si toutes ces associations se mettaient ensemble, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de mieux. Et donc je me souviens, quand on a émis cette idée, on était trois, on a voté, deux étaient pour, un était contre, et donc la MPP est née grâce à un vote majoritaire de 2 voix sur 3. Voilà. Yes. Voilà. Et donc, avec ça, donc on est reparti à la mairie, et je signale qu'à l'époque, j'étais le seul élu du PSU dans une municipalité à majorité socialiste et que j'étais évidemment perçu comme un électron libre qui était, dont on se méfiait un peu, même si forcément tout seul, j'étais pas extrêmement dangereux. Mais la première chose, le jour où on a proposé de créer la Maison des Peuples et de la Paix, il y a un adjoint qui m'a dit « Ne touche pas à ça ». Quand il me disait à ça, c'est aux populations immigrées. C'est extrêmement dangereux. Voilà. Et donc, on y a touché. Voilà. Et donc, on a fait un séminaire et on a proposé de demander 6 millions d'euros pour faire à la Maison des Peuples et de la Paix. Donc, ça a été inscrit. En euros? Pas d'euros, 6 millions de francs. C'était en Ça m'a fait 84. Oui, voilà. 6 millions d'euros, ça aurait été terrible. Voilà. Bon, ça c'est la partie anecdotique. Maintenant, je reviens plus au fond. C'est qu'effectivement, pendant les années 80, il y avait beaucoup d'associations tiers-mondistes qui se réunissaient, qui faisaient un week-end chaque année. Et donc, on s'est dit quand même, ça serait bien de les rencontrer. Et donc, on a proposé une rencontre. Et il y a une vingtaine d'associations qui sont venues. Et c'était en 84. Les municipales étaient en 83. Et dès fin 83 même, on s'est réunis et on leur a dit, voilà, si on faisait quelque chose ensemble, on serait plus fort. Et donc, pendant un an, on a travaillé à préfigurer ce que pourrait être la Maison des Peuples et de la Paix. Et alors, il y a eu un événement qui a un peu propulsé les choses. Tu vas voir que c'est un peu lié à Le Pen, mais c'est que
en 84, il y a eu la marche des beurs. Et donc, on sait, au niveau du groupe du secteur que j'animais, on a organisé la marche des beurs à Angoulême. Et moi, je me souviens à l'époque, je suis allé les chercher sur mon Solex. Et donc, ça a été un événement. Et forcément, derrière la marche des beurs, il y avait déjà tout le contexte politique de rejet des immigrés. Ce qui me frappe, 30 ans après, on est en train encore de dire que notre société n'est pas une société multiculturelle. Et pour nous, c'était fondamental qu'il est toujours notre société. Elle a été et elle sera multiculturelle. Et c'est là, sur ce pilier-là qu'on a créé la Maison des Peuples et de la Paix. Ok. Et du coup, c'est un très grand bâtiment sur lequel, qui est rue Hergé, 50 rue Hergé, alors, donc en plein centre-ville. Comment voilà, vous avez fait pour obtenir un bâtiment comme ça? Le bâtiment, c'est une deuxième étape. Donc, on a créé la Maison des Peuples et de la Paix. Ça a été une association qui regroupait, j'ai là la liste, c'est intéressant d'ailleurs de voir, il y avait au moins 5 ou 6 associations de migrants. Il y avait les Portugais, les Tunisiens, les Algériens, les Laotiens, voilà. Moi, je voudrais qu'on parle après, mais c'est un aparté, hein, mais il y a une association qui s'appelle France URSS. France URSS, c'est une association d'amitié entre la France et alors, où elle est maintenant parce que je signale que ce qui a été très intéressant dans la création de la Maison des Peuples et de la Paix, c'est qu'au départ, dans les associations, il y avait des associations d'obédience chrétienne, communistes, anarchistes, écolos, etc., etc. Et la majorité, bon, qui se référait à aucune, mais ça a toujours été une volonté de rassembler le patchwork, quoi. On a ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, quoi. Voilà, ça c'était très fort. Alors, pour en venir aux locaux, la première année, on a eu droit à un petit local au Nil. On était vraiment dans une cave, on voyait personne. On avait embauché Jean-Luc Boluda à l'époque, et c'est le jour où on a fait cette demande d'inscrire 6 millions de francs pour la MPP. On a tellement tanné Boucheron à l'époque qu'on nous a proposé un local qui est place rue Léonard Jarreau, qui est un cabinet de radiologie. Ils ont fait l'étude, ça coûtait tellement cher qu'ils ont laissé tomber. Et un jour, un copain socialiste vient me voir, il me dit hey, tu sais, au centre-ville, la MJC Marengo, là, elle va fermer. Écoute, profitez-en. Momentanément, tu proposes que ça soit dans cette maison, et puis après, on verra plus tard, quoi. Et donc, on est venu visiter cette maison, et on a dit c'est super, il faut y rentrer, et si on y rentre, on n'en sortira pas. Voilà, et c'est comme ça. Et alors, je me souviens, on est rentré là-dedans, on s'est mis à faire la peinture, on avait peint ces poteaux en jaune, là, tout le monde s'y est mis. Et voilà comme on est rentré dans cette maison. Donc, ça devait être en 86. Okay. 86, voilà. Donc du coup, dès 84, par contre, il y a une revue qui a été créée qui s'appelle Mosaïque, et j'aimerais qu'on en parle, parce que ça me paraît un peu fou. Alors, voici le numéro 1 de la revue Mosaïque, qui était vraiment, vous voyez, très luxueux. Voilà. Et qui disait, il y avait un petit édito, et la mosaïque avait été faite parce que moi mon secteur avait voté très démocratiquement, j'avais fait voter par la municipalité 10 000, oh, je sais plus, je m'y perds, enfin assez de sous pour faire une semaine interculturelle, et on a fait en 85. En lien avec le théâtre d'Angoulême, on a fait venir au théâtre d'Angoulême 3 groupes musicaux qui étaient assez connus à l'époque, ça vous dira rien. Il y avait un groupe portugais qui s'appelait Musicante, il y avait Jamel Alam qui était un Algérien, et il y avait Manitas de Plata qui était un guitariste gitan. Et donc on avait eu pas mal de monde, et c'est comme ça qu'a démarré la MPP par un événement culturel. Ok. J'ai vu aussi dans une des revues qu'il y a, je ne sais pas si Michel ou tu veux rajouter quelque chose. Non, moi je dirais que je venais du commerce équitable, ASPAL, Association de solidarité avec les paysans d'Amérique latine. On vendait de l'artisanat fait par des communautés indiennes qui géraient leurs propres affaires. Et
on a été les premiers à faire connaître le quinoa ici. Moi, je dis plutôt la quinoa, mais bon, le quinoa. Et on faisait des grandes ventes, des ventes par-ci par-là, et une grande vente là, une fois dans l'année dans une grande salle de la municipalité. Et j'étais en relation aussi avec les Portugais et les Espagnols. Et puis, il y avait une autre association qui s'appelait 1% Tiers-Monde. Je signale parce que l'appellation fait un peu drôle. Peuple solidaire, 1% Tiers-Monde. Et là, si on reparle de l'histoire en général, la vision du tiers-monde qu'on avait à l'époque était tout à fait différente. Et par rapport aux questions d'argent qu'a abordé Jean-Claude, je dirais aussi que après, dans les premiers temps de la MPP, un certain nombre de choses ici, on avait hypothéqué nos biens. Ok, tranquillement. Oui. D'accord. J'ai vu aussi dans une revue de Mosaïque qu'il y avait un projet qui me paraît moi maintenant un peu foufou de cofinancement, si j'ai bien compris, d'un projet pour envoyer des jeunes ou des gens en association vers des pays à l'étranger. C'était coporté, il y avait des commissions tous les trimestres qui géraient des budgets. Alors, dans mon secteur migrant, je signale qu'après, j'ai hérité, j'avais commencé avec les migrants, personne n'en voulait. Et puis ensuite, le terrain qui accueillait les gens du voyage a fermé, donc Boucheron m'a confié le dossier. Donc voilà, moi j'avais vraiment tout ce que les socialistes considéraient comme, un peu, je ne vais pas utiliser un gros mot, mais enfin bon, ils s'en foutaient. Et donc, pour un petit peu faire bouger les choses, on a créé, avec la MPP, et c'est la MPP qui le gérait, une bourse Angoulême sans frontières. C'est-à-dire chaque année, des jeunes déposaient des projets, et c'était une espèce de concours, et on donnait une bourse pour aider des jeunes à aller découvrir le tiers-monde, comme on disait à l'époque. J'avoue que moi, c'est quelque chose qui personnellement, quand j'étais étudiant, je suis allé, mon premier voyage, c'était un voyage en Algérie 1 an après l'indépendance, et c'est quelque chose qui m'a marqué au fer rouge et que j'ai toujours derrière la tête. Okay. Voilà. Je pense qu'il est temps peut-être d'attaquer avec 89. J'ai lu quelque part que c'était une grande année pour la Maison des Papés de la Paix, avec un slogan, la MPP vivra. Est-ce que vous pouvez me raconter de comment ça s'est passé? La première période de la MPP, c'est de 85 à 89. Bon, effectivement, elle a été, la MPP, même si c'était intéressant, elle était très liée par ma personne à la municipalité. C'est vrai que ça a été très important. Et en même temps, les animateurs qu'on avait recueillis ici, il y avait aussi une influence assez importante des anarchistes, de l'idéologie anarchiste. Et donc, en même temps, c'était intéressant parce que moi, j'étais un réformiste. Il y avait des gens donc il y avait une forte dimension de lutte. Et on s'entendait bien, ça fonctionnait bien. Mais en 89, Boucheron perd la municipalité et Chavannes arrive. Et Chavannes arrive et il gagne sur Boucheron a sacrifié Angoulême, il y a une grosse dette, il l'avait réveillé. Et donc, moi, vous allez voir ce que je vais aller voir, je suis un gestionnaire, il était patron de Leroy Sommer. Et donc, il arrive et pratiquement, il sucre beaucoup de subventions et carrément celle de la MPP, zéro, quoi. On se retrouve avec 0 euros. Donc, on organise une manif, on se retrouve quand même à 1000 dans la rue. C'était fin 89, les municipales avaient eu lieu en juin 89. Je me souviens, dans la rue piétonne, on était 1000. Et à cette époque-là, allait être inauguré en janvier 90 le CNBDI. Et donc, on s'est dit, il faut profiter de l'occasion. Le ministre de la Culture, Jacques Lang, était prévu. Et donc, on a dit, on va frapper un grand coup. Donc, on a fait une manifestation, puis ensuite, on a envahi l'hôtel de ville. Alors, c'était assez marrant parce que moi, je m'occupais des jumelages. Donc, on est rentré un jour on était 10, et j'ai dit aux filles
qui était en bas. Voilà, je suis avec des amis canadiens, on est en train, je m'occupais des jumelages, et on va visiter l'hôtel de ville. Alors, ils nous regardent, quoi, les mecs, et il y avait un copain qui avait un sac à dos, il n'y avait pas de Canadien, bien sûr, et qui avait une banderole dans le truc, et moi, j'ai été allé repérer dans l'hôtel de ville, et il y avait une porte pour monter à la tour qui était ouverte, quoi. Et donc, on est monté dans la tour, et après, on a bloqué la porte, et on était tous sur la tour ronde là-haut, et on a laissé une grande banderole descendre, la MPP vivra, et en bas, il y avait les Africains avec le tam-tam, c'était « La MPP vivra, la MPP vivra », et on est resté 1 heure comme ça, et paniqué, la mairie a prévenu l'adjoint au maire qui était Motet à l'époque, il est venu, je me souviens, il est monté, et il frappait à la porte, il disait « Monsieur Carrère, c'est scandaleux ce que vous êtes en train de faire, vous êtes conseiller municipal, vous ne pouvez pas faire ça, quoi. » Voilà, donc ça a été le premier truc, on a fait la une de la presse, et après, au mois de fin juin, pour l'inauguration du CNBDI, on a monté un gros truc. Moi, j'avais photocopié les invitations, et donc on avait tous des invitations, et on est tous invités à l'inauguration du CNBDI. On était dans la salle Nemo, on est arrivés les premiers, on a occupé toute une rangée, et donc on avait tous une affiche dans la manche qui était la MPP vivra, et au signal que j'ai donné, dès que Chavannes a commencé son discours, on s'est tous levés, on s'est mis un bandeau sur la bouche, et on a déroulé la MPP vivra, quoi. Il y avait les télés portugaises, etc. Enfin bon, on a créé l'événement, et donc après, à l'apéro, on a rencontré Jacques Lang, et il faut savoir que c'est quand Chavannes a ramené Jacques Lang à l'aéroport de Champniers qu'il a négocié dans la voiture qu'une aide pour la MPP, et donc Chavannes, cette année-là, n'a pas eu à débourser de l'argent, c'est le ministère de la Culture qui a déboursé, je crois, 100 000 francs pour la MPP. Et l'année d'après, Chavannes, très bon gestionnaire, basculait la subvention de la MPP sur l'agglomération. Et à partir de 90, c'est toujours l'agglomération, et aujourd'hui encore, qui nous subventionne. Donc, vous voyez, c'était assez marrant, quoi. Ok, très bien. Je voudrais quand même rappeler que ça a été un mouvement hyper jouissif. Là, on était entré au CNBDI, enfin, en dehors des manifestations dans la rue, on était entré là, un peu mieux vêtu que d'habitude, avec des foulards blancs, et en silence, on a mis le bandeau là. Et ça fait. Il y avait eu une presse internationale importante à Angoulême, c'est vraiment le bon moment. Ça, c'est un des moments les plus jouissifs dans la bagarre. Ok. Je crois que le moment est parfait pour faire une petite coupure. Je voulais en fait proposer une vidéo avec Véronique Bamas, en fait, qui était anciennement présidente il y a peu de la Maison des Papiers de la Paix, qui est partie l'année dernière, du fait aussi d'une maladie grave. Je pense, c'est un hommage un peu modeste de ma part, mais je pense que c'était une excellente personne aussi pour parler de l'histoire de la MPP. Elle est arrivée, si je ne me trompe pas, plutôt fin 90. Enfin, en tout cas, on arrive un peu dans une période où aussi elle a pu être là. Et du coup, elle va nous parler un peu pendant 5 minutes là, de son parcours à elle, en fait, au sein de la MPP, au sein de la Maison des Papiers de la Paix, jusqu'à il y a peu, jusqu'à sa présidence. Donc, du coup, c'est aussi dans le cadre en fait, de Résonance que je présente cette vidéo, puisque c'était en fait une vidéo qu'on a construite pour... c'était tout un petit programme en fait, qu'on a proposé sur Résonance, un peu de travail sur la mémoire des quartiers, différents quartiers. On a commencé bien évidemment par la MPP, parce qu'on est un peu feignant, ça fait moins de déplacements. Et après, on est allé sur Soyaux, et en fait, on va continuer un peu ce programme-là sur différents quartiers. Voilà. Donc sur Résonance TV, vous pouvez retrouver vraiment les programmes un peu intégraux. Et ça fait très publiciste de dire ça, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Et voilà, et du coup, il y a ce petit programme aussi sur la Maison du Papier de la Paix. Dans ma préhistoire, j'ai eu des parents communistes, donc ça peut donner les meilleurs comme les pires résultats. Donc j'ai été très très jeune attirée par le militantisme. Ensuite, à la MPP, je suis arrivée à Angoulême en 98, donc après avoir milité quelques années en région parisienne, à Ralfron et puis également à la LCR.
Donc quand je suis arrivée sur Angoulême, je ne connaissais absolument personne. J'ai assez vite trouvé le chemin de la MPP pour savoir ce qu'il existait comme association antifasciste où je puisse prolonger cet engagement qui était très important pour moi parce que je suis partie de région parisienne alors que sur le quartier où j'habitais, le Front National faisait déjà 25% à l'époque. Donc pour moi c'était important de continuer cet engagement. Comme il n'existait pas de collectif Ralfron sur Angoulême, j'ai décidé de le créer et très naturellement il s'est créé à la MPP. Bon, bah, je pense que comme beaucoup, au départ, un lieu, une possibilité de faire des réunions, des salles, voilà. Et puis bon, très vite, la MPP est une mangeuse de militants, donc très rapidement, je suis entrée au bureau et puis ça a duré. C'est une maison dans laquelle je suis restée même après la fin du collectif Ralfron en tant qu'adhérente individuelle et au bureau. Je me suis rendu compte un peu de la difficulté des choses au moment du Kosovo, puisque à ce moment-là j'étais déjà au bureau, donc employeur des salariés du CADA, ce qui pour moi déjà était quand même quelque chose d'assez fou, et où on avait une menace de grève des salariés, tant les conditions d'accueil étaient différentes et disproportionnées entre les Kosovars, les autres demandeurs d'asile d'une part, et les sans-papiers à l'extrême limite. Je trouvais que le fonctionnement en bureau, que le fait que les salariés soient associés aux décisions, que tout ça était vraiment très sain. Et puis bon, ensuite, il y a eu la crise de la MPP, où là, le fonctionnement ne m'a plus convenu du tout et où j'ai pris mes distances pendant quelques années. Le retour, quelques années se sont passées. Moi, je suis revenue à la période où Guillaume était salarié, donc directeur de la MPP. Et en premier lieu, quand j'y suis revenue, j'ai trouvé un climat pacifié, des relations qui étaient plus conflictuelles, qui étaient plus apaisées. Et puis après, j'ai fait connaissance effectivement avec les nouvelles associations. On a aussi, avec Jean-Michel et d'autres, créé le collectif Sortir du nucléaire, donc qui a été une des raisons qui ont fait que je suis revenue à la MPP et puis que je m'y suis sentie bien, je crois, tout simplement. Voilà, et puis je me suis dit que ça allait, quand on m'a sollicité pour la présidence de la MPP, je me suis dit, l'histoire m'a donné tort, mais que j'aurais beaucoup de plaisir à travailler avec Guillaume. Bon, j'étais à peine arrivée à la présidence de la MPP que Guillaume s'en allait, mais bon, c'est pas très très important puisque j'ai aussi beaucoup de plaisir à travailler avec Bruno. Waouh. Voilà, bah, du coup, il y a pas mal de points en fait, évoqués par Véronique, donc ça fait un peu teasing, on se demande un peu aussi de quoi elle parle sur certains cas, parce qu'on n'a pas abordé encore vraiment les choses, effectivement cette période-là, c'est plutôt du coup de 90 à 2006 même. On est arrivé oui, de 86, mais on pourrait dire que dans la séquence entre 90 et 2004, il y a eu deux séquences. Il y a eu la séquence
où, j'allais dire, la MPP est passée de la période interculturelle, antiraciste, antimilitariste, elle est passée à une période très politique et très humanitaire. Dans les années 90, il y a eu le gazage en Irak de la population d'El Habja, et Madame Mitterrand, à l'époque, qui s'occupait d'une association nationale, a fait venir des réfugiés kurdes, et ici on s'est porté candidat pour les accueillir dans des appartements sur Angoulême. Donc c'est Jean-Pierre Bidet à l'époque, qui est arrivé dans les années 90, qui était directeur, qui s'est occupé de tout ça. Et à cette époque-là, donc, on s'est beaucoup tourné vers le travail vers les populations immigrées, vers les réfugiés. C'était nouveau pour nous, les réfugiés. Et peu à peu a émergé effectivement l'idée, après cette expérience, de créer un CADA. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a... C'est quoi, du coup, un CADA? Un CADA, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, d'ailleurs, qui a été créé sur Soyaux, qui maintenant va fermer et va être déménagé sur la Grande Garenne. Et donc, à l'époque, Jean-Pierre, avec d'autres, a monté le projet du CADA. C'était un projet énorme en termes financiers, en termes de responsabilité. Et donc, en 1996, ce CADA a ouvert. Et à l'époque, effectivement, à la MPP, il y avait, je crois, entre 25 et 30 salariés. Quand j'intègre dedans tous les salariés du CADA, et on avait fait un montage qui faisait que... C'était Laura Sommer bis, en fait, c'est ça? Et on avait créé un lien entre le CADA et la MPP. Une fois par semaine, les résidents du CADA venaient manger ici, parce qu'ici, il y avait aussi... On avait créé comment on appelait cette... Oui, il y avait y compris un repas par semaine qui était un repas bio, il y avait un snack, et donc ils venaient manger ici. Et comme le CADA était financé par une prestation par résident, c'était l'État qui versait, et d'une certaine façon, la MPP, parce que les résidents mangeaient ici, récupérait une partie de l'argent versé pour le CADA. Voilà. Et ça nous a été reproché. On a reproché à la Maison des Peuples et de la Paix d'utiliser des financements d'État pour faire vivre la structure. Et donc là, on a assisté à un truc terrible qui nous a essayé de nous tuer, quoi. Et il a fallu rentrer, disons, entre 2000 et 2004, on est rentré en résistance. On avait quelques réserves, on a supprimé tous les postes de salariés pour préserver l'avenir, et pendant 4 ans, on se réunissait en bureau, on était 4 ou 5, et la seule question qu'il y avait, c'était de mener la lutte juridique. On avait le préfet sur le dos, donc il représentait l'État. Politiquement, évidemment, il y en a qui se réjouissaient de nous voir crever. C'était la municipalité Chavannes, après ça a été la municipalité Motet. Ils ne nous portaient pas vraiment dans leur cœur, mais bon, voilà. Et donc, on a bien cru qu'on allait y passer. Et finalement, on a réussi à tirer un compromis. Et finalement, on a eu une décision juridique qui nous laissait vivre, et à condition qu'on laisse tomber la gestion du CADA, ce qu'on a accepté de faire parce qu'on n'était plus en mesure de le faire. Et à ce moment-là, je crois que c'est en l'an 2000, la gestion du CADA est passée au centre social de la Grande Garenne, et la MPP donc s'est retrouvée association, et on a redémarré en 2004. Alors on avait réussi quand même, on avait réussi à garder notre subvention de l'agglomération, ce qui fait que quand on a redémarré en 2004, c'est là qu'on a commencé avec un emploi aidé, 2 emplois aidés. C'était Geoffrey, le copain d'Hélène, qui a été recruté. On va pas dans le privé. Oui, tu t'avances un peu trop. Non, mais à l'époque, c'était même pas le copain, donc c'était quelqu'un qui a... C'est ce que je veux dire. Voilà. C'était pour vous le rendre plus familier. Ouais. Voilà. Et donc, j'allais dire, la MPP a redémarré sur de nouvelles bases, et elle est revenue peut-être à son métier de base. Et je pense que aussi, c'est pas étranger à ce qu'a dit tout à l'heure Véronique. On a redémarré sur peut-être une période plus apaisée, peut-être parce que vraiment la MPP dans les premières années était une MPP un peu de combat, c'est-à-dire que quand il y avait un problème, on descendait dans la rue, mais ça veut dire qu'il y avait des décisions politiques qui étaient prises souvent en bureau, et les associations derrière ne suivaient pas trop, donc
il n'y avait pas aussi forcément toujours un respect, c'est pas négatif ce que je dis, c'est pas un respect dans les procédures sur les décisions, et il y avait des associations qui avaient pris un peu le large, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a défini la MPP comme un réseau, et on a redéfini le fonctionnement de la MPP. C'était plus le bureau qui prenait des décisions, qui impulsait, c'était vraiment le CA, et on a, disons qu'à ce moment-là, la diversité est un peu revenue au pouvoir, si je peux dire. Ok. Alors Michel, du coup, je veux bien que tu nous parles, toi, de la cohabitation entre des anarchistes et des socialistes. Comment ça se passe? C'est possible? Il y a eu beaucoup de cohabitations qui étaient assez curieuses, mais disons qu'on ne peut pas parler de la MPP sans parler de la guerre froide qui a existé à certains moments. Je dis ça parce que c'est plus dur à comprendre pour des plus jeunes, comment la guerre froide pouvait influencer nos idées. À une certaine période, il fallait pratiquement prendre parti. J'ai déjà dit à un autre moment, par exemple, en Amérique du Sud, il y avait des gens qui s'appelaient Vladimir ou Washington, selon l'état de la guerre froide. Donc ça, c'est peut-être une chose qui est dure à comprendre aujourd'hui, cette chose-là. Et puis, il y a eu une époque où les idéologies, il y avait beaucoup de... L'idéologie était plus prégnante. Il fallait... Moi, je ne sais pas, je dirais que j'étais, comment dire, maoïste pendant une semaine, etc. Fait un certain nombre d'expériences comme ça, avant de revenir, et justement la MPP c'était bien pour moi, à ce moment-là, à des choses plus pragmatiques, quoi. Par rapport à des périodes, disons-les, un peu plus romantiques. Voilà. Alors, la question que tu me posais, c'est qu'effectivement, à une époque où c'était très ouvert, on avait des réunions de bureau qui duraient jusqu'à minuit. Ah. Et tu pouvais avoir, je dis ça pour montrer la variété, tu pouvais avoir quelqu'un qui n'était pas là pendant 2 ou 3 mois, qui venait brusquement et qui tout d'un coup mettait en doute ta décision. Alors que toi-même, ça faisait 3 mois que tu décidais ça. Je peux prendre un exemple plus concret. On avait une maison à la Couronne où on plaçait un certain nombre de sans-papiers qui n'avaient pas eu leur papier, mais qu'on gardait encore en plus. Eh bien, à un certain moment, on ne pouvait plus gérer ça. Et donc, tu pouvais te faire engueuler en tant que président de la MPP, en disant t'es trop gestionnaire, t'es trop politique, selon les moments, quoi. Bon, je préciserai en même temps que, puisqu'on parle de la MPP, moi, j'ai plus de souvenirs de la MPP que si j'avais 1000 ans. Donc, si on veut me demander quelque chose, je répondrai, mais mes souvenirs ne sont pas aussi ordonnés que ceux de Jean-Claude. En fait, d'accord. Simplement, ta question un peu caricature, il n'y a jamais eu de cohabitation, enfin ça s'est jamais passé comme ça. En réalité, en plus les socialistes sont jamais, enfin les militants socialistes ne se sont jamais impliqués ici dans ce lieu. J'allais dire que c'était un lieu où l'appartenance politique d'un parti politique n'avait vraiment aucune importance, et les gens étaient très respectueux parce que la majorité des gens en plus n'appartenaient pas à un parti politique. Par contre, ce qui a été extrêmement sérieux, le conflit qu'il y a eu, c'était sur l'accueil des immigrés, parce qu'ici à une époque il y avait le bureau qui était là où on accueillait, il y avait une commission qui s'appelait Commission sans frontières, et à une époque la MPP elle ne faisait plus que ça, et c'était un vrai problème parce que quand les gens arrivaient ici, c'était envahi de personnes de sans-papiers, et les gens ils disaient mais ils rebroussaient chemin, quoi. Et donc ça a été une vraie, on a eu nous responsables, on a eu pendant 2 jours une manifestation de la Commission sans frontières qui dénonçait les dirigeants de la MPP dans le Porsche là. Enfin, voilà. Bon, c'est des gens avec qui je m'entends très bien aujourd'hui, mais parce que après c'est comme ça qu'est né Baobab. Voilà. Une association du coup qui travaille sur le soutien et l'accompagnement. Oui, parce qu'ici, si tu veux, comme il y avait aussi quelquefois la confusion des gens. On s'occupait de tellement de choses, c'est fou. Moi, quand je relis l'histoire de la MPP, quoi.
on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, forcément, il y a des moments où on ne maîtrisait pas tout ce qui se passait. Il y a un autre aspect qu'il faut signaler, c'est qu'à ce moment-là aussi, tu avais des gens qui venaient à la MPP croyant qu'on allait les aider à trouver du travail. C'est pas le cas? Bon, c'est difficile. Parce que moi, je suis là depuis 3 ans juste pour ça. Oui, mais il faut des gens de sérieux. Ah, ok. Bon. Ok. D'accord. Eh ben, est-ce que, Michel, tu veux peut-être faire un aparté ou un focus sur cette période aussi, années 90? C'est quand même une période avec des nouvelles luttes, des nouvelles aussi identités. Je pense surtout au mouvement zapatiste, au nouveau mouvement avec ce commandant Marcos au Mexique. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi, le commerce équitable, beaucoup de choses qui venaient d'Amérique latine. Est-ce que ça dans quelle mesure ça a influencé un peu la Maison des Peuples et de la Paix ou pas du tout? Je ne sais pas s'il y a eu ce courant-là, en fait, si ça a influencé, modifié Moi, j'ai trouvé ça une période très intéressante parce qu'on avait un groupe Chiapas, d'où un de nos directeurs ici est allé là-bas, qu'il y avait ce commerce équitable qui était très intéressant et qui touchait de plus en plus de monde, et que est né à ce moment-là, et le commandant Marcos en avait parlé, du néolibéralisme. Donc, à ce moment-là, des mouvements comme Attaque sont nés, et tout ça se retrouvait. Ok, d'accord. Et on oubliait les vieilles querelles idéologiques, enfin, très, très ciblées, idéologiques. Mais il faut dire que les choses ont toujours La petite histoire de l'MPP a quand même des rapports avec la grande histoire. Enfin, l'oublier. Disons, les droits de l'homme ont des rapports avec Mitterrand indirectement parce qu'il y a une époque où les gens venant venir le socialisme ont insisté et que ça a favorisé les droits de l'homme. Je me suis peut-être mal expliqué. Non, je pense. Du coup, on peut en profiter. Je pense que c'est le bon moment pour faire une coupure sur un autre extrait vidéo. Là, je suis désolé, contrairement à la précédente, ça n'a pas vraiment de lien direct avec notre propos. C'est une vidéo de Charente-Palestine qui a été tournée il y a un mois. Alors, je suis désolé, j'écorche toujours son nom, mais c'est Michel Warshawski. Warshawski, merci. Militant israélien, anticolonialiste, qui est venu, du coup, en fait, vous avez proposé un débat au sein de Charente-Palestine. L'association Charente-Palestine a proposé un débat autour de la question du colonialisme en Israël, donc le lien Palestine-Israël. Et c'est juste qu'une association, l'association en fait a emprunté une caméra effectivement et a filmé le débat. Donc c'était un peu aussi pour moi l'occasion de montrer que simplement, sans aucune connaissance technique, là il y a eu un débat enregistré d'1 heure et demie. Je ne vais pas vous montrer 1 heure et demie de débat, hein, rassurez-vous, mais c'est juste les 3 premières minutes. Voilà, c'est simplement un titre d'illustration aussi, à la fois de la MPP comme lieu de vie actuellement, et en même temps comme finalement l'appropriation aussi d'outils médiatiques peut parfois être très pratique. Je suis venu à Jérusalem en 1965. Je dis bien à Jérusalem, pas en Israël, à Jérusalem pour y étudier le Talmud. Puisque depuis la destruction du judaïsme polonais par les nazis, les grandes écoles talmudiques se trouvent aujourd'hui à Jérusalem. Et donc je suis venu pour y étudier, avec l'idée d'étudier 3, 4, 5 ans et de rentrer en France, suivre le parcours habituel des gens de ma classe socio-économique, faire des études. Et puis il y a eu un accident. J'ai eu le coup de foudre, mais le coup de foudre pour Jérusalem. D'ailleurs, un peu plus tard, un autre coup de foudre, c'est une autre histoire. Et très rapidement, je savais que je ne quitterais jamais cette ville. Pourtant, c'est une ville qui n'a rien d'aimable. Jérusalem, je parle même de Jérusalem d'avant 1976, est une ville très pauvre, la plus pauvre des 10 grandes villes israéliennes. Une ville sale, avec des infrastructures qui ne marchent pas. Une ville très grande, mais avec un centre-ville minuscule, puisque la partie est de Jérusalem a été annexée après 1967. 750 000 habitants au moins, dont un tiers de Palestiniens. Une ville qui n'est pas du tout dans la modernité, contrairement à Tel Aviv, qui est une ville performante, riche,
riche économiquement, riche culturellement. Jérusalem reste une petite ville, même si elle est grande, une petite ville, comme on dit à Paris, provinciale. Une ville dure, une ville de pierre, une ville où le soleil brûle. À Tel Aviv on transpire, à Jérusalem on brûle. Et une ville de conflit. La ligne de partage du conflit israélo-palestinien traverse la ville. Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest. Mais pas seulement le conflit israélo-palestinien, c'est des conflits de tout ordre, des conflits sociaux. On a connu les Panthères Noires, qui étaient un mouvement populaire des années 70, des jeunes, on dirait en français, des banlieues, des quartiers populaires, qui ont mis la ville à sac pendant un an. Les conflits entre religieux et non religieux, c'est tous les samedis des batailles rangées sur les... Est-ce que la rue est ouverte aux voitures le samedi ou non? Bref, une ville qui n'a rien d'aimable. Et surtout une ville qui est tournée 2000 ans en arrière et se projette dans un avenir messianique lointain, mais qui n'est jamais au présent. Je fais exprès, en fait c'est pour avoir un retour plateau avec quelqu'un qui s'assit, ça fait du mouvement dans le truc. Voilà. Fin du mouvement, je me retourne vers vous. Chut. Du coup, deuxième partie, je me retourne vers vous, les plus jeunes. Moi, j'ai pas l'impression d'être un ancien combattant. Ah bon? Ah non. Ok. Tiens, je te laisse le micro, Marc, parce que je suis sûr que tu vas interrompre tout le temps. Non, ça va. Du coup, sur la MPP, on a vu un peu toute l'histoire et là, maintenant, je voudrais juste qu'on profite un peu d'une petite fenêtre de tir sur la MPP maintenant. Et je pense que Marion, toi, tu es membre du bureau. Honorine, tu es à la direction de la MPP, grande directrice, enfin salariée quoi, de la MPP. Du coup, voilà, qu'est-ce que la MPP maintenant? Comment ça fonctionne? En fait, on a vu qu'on est passé de 1 salarié, si je ne me trompe pas, à 30. Et maintenant, comment ça se passe? Voilà, Alors c'est c'est une vrai courbe un peu étrange. qu'on n'aura pas autant de recul parce qu'on ne connaît pas les 30 ans d'histoire de la MPP. Oui, puis vous êtes plus jeune aussi. On aurait pu commencer à 2 ans, je ne sais pas. Moi, je suis rentrée pour la première fois à la MPP il y a 4 ans, je pense. Voilà, donc j'ai 4 ans de recul. Aujourd'hui, il y a 2 salariés à la MPP. Il y a 25 associations actives, on va dire. Le noyau dur, c'est 25 associations. Et il y a 40 associations qui sont membres, donc qui tournent autour de la planète MPP. Du coup, j'ai une question, c'est où sont passés le Comité catholique contre la faim et pour le développement et France URSS du coup? C'est pas une question pour nous, là. D'accord. Ok. Pardon. Non, c'est une fausse question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Il y en a un qui est encore là. Ah, CCFD. Le CCFD est toujours membre de la MPP. Ils sont toujours par là. Moi, j'ai 1 an et quelques mois. Je suis arrivée à la MPP en septembre 2016. Et ce qui est symbolique, c'est que j'ai l'âge de la MPP. C'est-à-dire que je suis née en 84 quand la MPP est née. Bravo. C'est assez symbolique, hein. Donc je suis vieille du coup parce que j'ai la MPP. Voilà. Qu'est-ce que c'est la MPP aujourd'hui? Je pense que c'est un réseau. Alors c'est ce qu'on dit officiellement. Donc c'est un réseau d'associations, mais avant tout c'est un lieu de vie pour moi. C'est-à-dire que c'est un lieu où ces associations elles se réunissent, elles font des choses ensemble, elles construisent des projets, elles ont des idées et moi, ce qui me fait plaisir aussi, donc avec mon année de recul, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à MPP sans qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que voilà, c'est une maison qui est en mouvement et où les citoyens peuvent venir librement, que ce soit pour des soirées comme celle-ci ou pour construire des projets ou pour voilà. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'il y a des nouvelles formes des nouvelles associations, des nouvelles façons aussi de lutter peut-être? Si on reste dans la grande ligne sociale et militante de la MPP, est-ce qu'il y a aussi des nouvelles justement associations? Comment en fait, c'est quoi finalement le visage un peu de la MPP maintenant?
Mais c'est vrai que ça a dû évoluer par rapport aux premières années où c'était peut-être beaucoup plus politique, où il y avait plus de discussions, de grands idéaux. Moi, j'ai l'impression que les nouvelles associations, elles sont plus sur le concret. Moi, je suis venue à la MPP via une des associations de son réseau qui organise des ateliers de réparation. Donc, on met les mains dans le cambouis. Et à partir de ça, on va parler de la vie de la cité, on va parler de l'environnement, etc. Parmi les dernières associations membres, il y a les Jardins de l'Homme qui proposent des paniers de légumes bio, etc. Bon, c'est de la vente de légumes, mais à partir de ça, on va pouvoir parler d'agriculture paysanne, d'agriculture biologique. Et donc, du coup, on va toucher des gens qui ne sont pas forcément des militants, qui sont des habitants, qui ont besoin de réparer des objets, qui ont besoin d'acheter des légumes. Et à partir de là, on va pouvoir parler d'autres choses. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle militance, où on va toucher des gens qui n'iront pas forcément dans un débat ou dans une manifestation. Mais voilà, qu'on va pouvoir toucher par la petite porte de la militance. Par côté pratique des choses, vraiment. Ouais, voilà. Avec ses avantages et ses inconvénients, parce que... Bon. Moi, j'y ai pas. Ok. Ceux qui sont rentrés récemment, donc il y a Soupopot aussi, qui est rentré récemment, LGBT+. Soupopot qui propose des soupes. Soupopot, il propose en sans-abri, fait ça. des soupes le mercredi soir aux personnes qui le souhaitent. D'accord. Prioritairement personnes qui sont dans la rue, mais pas que. C'est-à-dire que si on avait été mercredi, on aurait pu tous aller prendre une soupe avec eux. Mais on n'est pas mercredi, on est lundi. Désolé. Voilà. Désolée. Voilà, Comment tu mets l'ambiance? Non, c'est pour les inciter à y aller mercredi. Voilà, donc il y a LGBT+, il y a les Jardins de l'Homme, Marion l'a dit. Et puis dans les nouvelles, on a aussi des associations qu'on a appelées donc associées et qui œuvrent, comme l'a dit Marion, sur du quotidien. Et en effet, c'est une nouvelle forme de militantisme qui est celle d'agir directement et puis de rallier d'autres personnes au fur et à mesure. Moi, je pense que oui, on s'accorde peut-être plus, enfin en tout cas moi, à mon poste, de faire venir des personnes ici pour proposer des nouvelles choses. Donc on a aussi Postscriptum qui est arrivé avec ses boîtes à bouquins en bas. Et ben voilà, on peut prendre un bouquin, on peut en redéposer un, c'est libre. Et puis voilà, l'action, elle est là en fait, elle est juste ici. Les Repair Cafés qu'on fait de façon plus régulière, où on voit des personnes qu'on ne voyait pas avant. Enfin moi, c'est un peu le challenge que je me suis donné, c'est que viennent ici des gens qui n'auraient jamais mis les pieds parce qu'on propose de nouvelles choses, quoi, mais qui pour autant correspondent à nos valeurs. C'est marrant parce que pourtant dans l'histoire un peu de la MPP et maintenant, le point commun quand même, c'est toujours une recherche un peu d'ouverture. Et il n'y a pas d'étiquette politique des années 80 jusqu'à maintenant, puisqu'il y a plutôt une sorte de front commun, je ne sais pas comment le dire sans idéologie derrière. Et maintenant, il y a juste plein de types d'associations, aussi bien finalement militantes que culturelles. Et pourtant, on entend toujours dire, enfin moi je l'entends souvent, je ne vais pas aller à la MPP parce que c'est des cocos très rouges. Moi, j'entends qu'il n'y a que des pauvres, que la MPP est là pour aider les pauvres. Ah oui? Et donc, il y a des gens qui ne viennent pas à cause de ça. Pourtant, moi je suis très riche et je suis là, il n'y a pas de problème. La preuve. Oui, moi, je voulais ajouter une chose, c'est que il y a aussi une façon un peu caricaturale de voir la MPP. Avant, on n'était que dans la rue, que dans des débats idéologiques, etc. C'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, quand on évoque mai 68, le mythe de mai 68, c'est les pavés à Paris, etc., etc. Mais moi, j'ai vécu mai 68 de façon très concrète, et je dois dire que moi, je trouve que ce que vous êtes en train d'écrire comme militantisme, c'est aussi le fruit de toute notre époque, et que nous, on est vachement contents que ça débouche sur des choses concrètes, parce que vouloir changer le monde, c'est pas simplement faire des discours. Et que aujourd'hui, mais quand même, entre la conscience, par exemple, écologique d'aujourd'hui et celle d'il y a 30 ans, vous m'excuserez, moi, quand j'étais sur un marché comme écolo il y a 30 ans, on était des zombies. Aujourd'hui, la conscience a évolué parce qu'on s'est battu, etc. Et pour moi, il n'y a pas contradiction. Simplement que les moyens sont assez différents. C'est-à-dire que vous commencez peut-être par l'action, mais la façon dont vous agissez à Cyclofficine ou ailleurs, c'est aussi avec un projet de société derrière la tête. Bien sûr. Très bien.
Non, mais tout à l'heure, on a oublié une chose. La guerre d'Irak, par exemple, il n'y a que la MPP qui avait manifesté contre la première guerre d'Irak. Bon, ces idées pacifistes, elles se disent pas de la même façon, mais c'est un des héritages aussi. Et bon. Et plus récemment, c'est aussi la MPP qui a initié la grande marche Je suis Charlie. Voilà, effectivement, tu disais, Jean-Claude, qu'au début, vous descendiez souvent dans la rue, que c'était très politique. Il y a encore des grands événements qui sont portés ou au moins initiés par la MPP, voilà, même récemment. Ce serait quoi, du coup, les enjeux de la MPP maintenant, aussi bien en termes idéologiques que pratiques? Est-ce qu'on peut les dessiner? Moi j'ai l'impression, en entendant l'histoire, que en fait, ça se répète que la MPP est toujours sur le fil de tomber, et finalement on est toujours un peu dans la lutte de la survie, moi étant trésorière de la MPP, c'est toujours très stressant d'avoir des salariés et de jamais voir très loin dans l'avenir, en tout cas financièrement, même si on a toujours plein d'actions à faire, c'est pas le problème. Du coup, ça fait moins de travail aussi, s'il n'y a pas trop d'argent. C'est vrai. Et en fait, on se rend compte que là, c'est toute l'histoire de la MPP, quoi. Ouais. Ouais, on pourrait presque lui attribuer la devise de la ville de Paris, fluctuante, mais du tout, elle flotte, mais... Moi, je préfère la MPP vivra. Oui, mais tu dis c'est quoi les enjeux? Moi, en relisant l'histoire de la MPP, même ce qui se passait au moment de Mitterrand, de Chirac, etc., pour moi, le combat, il est toujours le même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans le débat? L'identité, on avait le code de la nationalité, on s'est battu pour l'accueil des immigrés, la société multiculturelle, on nous dit que ça ne peut pas marcher. Et aujourd'hui, quelle est l'ambition de Macron? C'est de faire ce que ni Sarkozy, ni Hollande, etc. n'a pu faire, c'est renvoyer les déboutés du droit d'asile, les renvoyer chez eux. Mais Macron, il fera comme les autres, parce que les réalités humaines, elles l'emportent. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des tas de gens en France qui se baladent avec une OQTF, obligation à quitter le territoire français, et qui sont toujours là. Parce qu'il ne suffit pas de dire dans la loi ils sont illégaux, hein, c'est des gens qui viennent pour vivre. Et que la problématique, là-dessus, j'allais dire que le combat, il est permanent, quoi. Enfin, pour moi, il a... autant le combat écolo, et encore on peut en parler, a beaucoup avancé, le combat sur l'interculturalité, c'est le même. J'allais dire, quelquefois, on a même l'impression qu'on a reculé. En termes d'enjeux, je pense qu'il y en a plusieurs. La première, c'est celui de continuer à faire perdurer ce pourquoi elle est née et les valeurs que la MPP porte à travers ce qu'on fait. C'est-à-dire de pouvoir se remettre en cause en disant là, on n'y va pas parce que ça ne nous correspond pas. Et d'avoir à un moment donné, et on a eu le cas pour la question des ODD il y a quelques mois, en se disant non, pardon. Des objectifs de développement durable. On a été invité à un séminaire et on s'est positionné en disant non, on n'ira pas parce que ça ne nous correspond pas, parce que c'est pas nous aujourd'hui. Et tenir ça, c'est important. Donc il y a cet enjeu-là de tenir nos valeurs et de ne pas aller là où on n'a pas envie d'aller, et d'être tous d'accord de ne pas y aller aussi. Un autre enjeu qui est celui en effet de faire perdurer la structure, que ce soit dans les lieux physiques, et un travail qui commence avec la mairie à se dire ce lieu il vieillit et comment on va arriver à rester dedans physiquement. Il tombe un peu en ruine. Il tombe un peu en ruine, on peut le dire. Un enjeu de faire perdurer les salaires. Moi, je reste optimiste. Je suis d'accord avec Marion qu'il y a des petits coups de pression, mais il y a aussi des belles et des bonnes nouvelles par moment. Donc je pense que c'est ça qui est important, c'est de continuer à se dire qu'on arrivera en fait à la faire vivre et qu'il faut aller chercher, aller trouver des nouveaux financements sans pour autant, et ça on l'a dit lors du dernier CA ce mois-ci, pardon, c'est qu'on n'ira pas chercher de l'argent chez les méchants et chez ceux qu'on n'aime pas, quoi. Voilà. Donc pour l'instant on va éviter des choses qui ne correspondent pas parce que je pense qu'on a envie de perdurer malgré ça. Okay. Et est-ce qu'au niveau des subventions justement et de l'attribution des subventions, on n'en a pas parlé, mais c'est un peu plus technique effectivement, mais jusqu'à maintenant, jusqu'à très peu, il y avait des subventions de fonctionnement. Les subventions de fonctionnement n'existent plus. C'est-à-dire de l'aide financière pour aider finalement une structure à vivre. Maintenant, c'est des aides ponctuelles sur des actions ponctuelles. Donc du coup, est-ce que ça ne transforme pas quand même aussi une association comme la Maison des Pop et de la Paix, qui est là déjà pour créer des lieux de vie, en fait, pour créer un peu du mouvement et finalement faire en sorte que les gens se croisent.
Là maintenant, on est financé pour créer des actions. Il faudrait aussi étudier l'histoire de l'autofinancement dans la MPP, retracer tout ça. Il y a eu quand même beaucoup d'efforts de changement dans ce domaine. Et je voulais revenir en arrière pour signaler la permanence, c'est que aujourd'hui on parle beaucoup de décroissance, on n'emploie peut-être pas beaucoup le mot de décroissance à la MPP, mais toutes les expériences qui ont été signalées par Marion, c'est la décroissance en acte. Et juste, je voulais ajouter une chose, c'est que par rapport, moi j'ai été trésorier aussi, j'ai connu l'angoisse du lendemain, c'est Marion qui la porte maintenant, mais sincèrement, par rapport à tout ce que j'ai connu de la MPP, moi aujourd'hui, mais c'est... pour moi c'est la paix, c'est le nirvana, enfin je veux dire, on est... Parce que pourquoi? Regarde ici, il y a des gens du SIG, il y a des gens... Avant la MPP, on était des galeux. Hein, quand on allait, tout le monde se méfiait de nous, on était, etc. Aujourd'hui, l'Alpha vient nous chercher pour faire festifastoche. La mairie de droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous finance, l'aglo, etc. Enfin, on a une reconnaissance. Voilà, on est. Alors, j'allais dire, on est rentré un peu peut-être dans la normalité, mais ce qui est fort quand même, c'est que nous, on n'a jamais eu peur de descendre dans la rue, quelquefois de faire déplaisir au pouvoir en place. Et ils nous ont jamais sucré complètement nos subventions. Alors je dis pas que, ben ouais, mais tu sais, moi je suis dans d'autres associations. Avant de faire un truc, on regarde. Bon, alors je critique pas parce que quelquefois c'est des associations qui s'occupent de gens en difficulté et tout ça. Mais quand même, je trouve qu'aujourd'hui, la MPP, elle a une reconnaissance très très forte qu'elle n'a pas eue au début. Hein. Faut pas. Ok. C'est vrai que la reconnaissance maintenant, c'est quelque chose d'acquis. Parce qu'avant, on pouvait nous mettre à toutes les sauces, trop ceci, trop cela, et emmerdeur. Emmerdeur. Honorine, du coup, non? Non, Marion. Oui, je reviens à ta question sur les modes de financement et les subventions par projet. Bon, c'est une problématique globale qu'on retrouve dans toutes les associations. Enfin, c'est une problématique qu'on retrouve dans toutes les associations. Hein. Il y a presque plus de subventions de fonctionnement. Donc, on est obligé de faire des dossiers plus lourds, d'avoir plus de passer plus de temps en fait à faire des dossiers, à se justifier. Mais bon, ça c'est, enfin, voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et plus récemment, quand même, alors ça n'impacte pas la MPP directement, mais il y a la suppression d'une grande partie des emplois aidés qui met en difficulté pas mal d'associations du réseau de la MPP, d'Angoulême. Voilà. Et ça fait partie ça fait partie d'un contexte général où les associations sont plus aidées autant qu'avant et on leur demande d'être de plus en plus des entreprises avec, d'être rentables, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. T'as lâché le mot. Elle a lâché le mot, en effet, entreprise. Il est parti. Prochaine. Donc Okay. Être rentable sur du social, effectivement, c'est pas facile. Enfin, c'est même pas possible, quoi. C'est bien pour ça qu'on se monte en association et pas en entreprise. Est-ce que du coup j'ai droit à mon joker? Ma dernière question là pour cette partie histoire MPP. Une question un peu de journaliste lambda. La MPP ont quelques événements? Alors on ne dira pas qu'on l'a préparé. Donc quelques événements. Là actuellement, donc on a le Festival des Solidarités. Donc c'est un rendez-vous annuel depuis plus de 10 ans. Donc c'est 15 jours d'événements. Ensuite, on va avoir un événement qui est le marché solidaire, donc en décembre, où les associations du réseau vendent à leur profit des objets ou des aliments, enfin, en fonction des pays. Et après, le rendez-vous du début d'année, ça sera le festival de la BD. Donc quand la BD s'en mêle, qui sera dédié pour 2018 à la boîte à bulles, avec une édition de leur anniversaire des 15 ans, avec 5 auteurs. Qui seront là. Ensuite, on a donc un des grands rendez-vous depuis 3 ans, c'est le festival Festifastoche, Festival des alternatives.
Et ensuite, on a un événement qui bouge un peu d'une année sur l'autre, qui est le festival autour de l'égalité homme-femme et du cinéma, donc quand les femmes font leur cinéma, qui pour 2018 se passera en octobre au cours d'une semaine en fait. Voilà. Donc ça, c'est les 4-5 grands événements, mais après on a des actions tout au long de l'année avec les Repair Cafés, avec Résonance, les cafés citoyens et tout ce qui se passe. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bah, c'est parfait. Du coup, ça ne fait pas une transition parfaite, mais je le dis quand même. Transition parfaite avec le court-métrage Le Sommet Bleu de Julien Piot. Bah, c'est pas fini. Attends, vous voulez que je conclue restez là, vous ne partez pas. Avec Julien Piot, donc le film Sommet Bleu. C'est un court-métrage tout mignon. Voilà, c'est kawaii. Tout se passe bien. C'est des petits oursons. Voilà. Je pense qu'on peut y aller.
Très bien, merci beaucoup. Du coup, je vais faire un changement de plateau en direct parce que peut-être Jean-Claude, je vais te demander de laisser la place à Julien, si tu veux bien. Bien sûr. Voilà, je choisis. Et comme ça, on va pouvoir parler un peu du film avant de conclure. Bonjour Julien. Ah, tiens, je vais pas prendre- Est-ce que ça va? Oui, impeccable. Alors, j'ai déjà une première question pour toi, qui est deux questions en une. Est-ce que c'est ton premier court-métrage et est-ce que tu prends des produits quand tu écris les scénarios? Alors non, c'est pas mon premier court-métrage. Et non, je prends pas de Ah, stupéfiants. Dommage, je crois que c'était un non oui, mais ok, tant pis, je me suis fait avoir. Ok. Très bien. Et donc, tu en es où en fait dans ton cursus? Ce film-là arrive comment? Je crois savoir en fait que tu ne viens pas d'école, toi, d'animation. Tu t'es formé tout seul? J'ai fait des études dans l'imprimerie et le graphisme. Ok. Et je me suis mis à l'animation comme ça en fait. À côté, en parallèle, j'ai commencé pendant mes études et puis j'ai continué après. Donc là, ce film-là, il est fait comment? Il est fait toi tout seul de A à Z ou est-ce que tu t'es entouré quand même d'une équipe? Non, tout seul. Pardon. Du coup, c'est de l'autoproduction, donc je l'ai réalisé tout seul, donc de A à Z. Ok. Que ce soit la conception, la réalisation, le montage, le son. Et alors, comment t'es venue l'idée? Du coup, si tu prends pas de stupéfiants, c'est qu'il y a eu un. Mais souvent, c'est des histoires de famille en fait. Et voilà. Enfin, Ok. Est-ce que tu veux boire quelque chose? non, c'est souvent des sujets assez personnels et du coup, je les retranscris de cette façon-là en fait. D'accord. Ok. Très imagé, Voilà. j'espère. Oui. Oui, c'est pas aussi violent dans la réalité. Ok. Moi, la première fois que j'ai vu le film, parce que du coup il a été diffusé l'année dernière au Festival du film court d'Angoulême, la première fois que j'ai vu le film, je pensais en fait que tu venais d'école, parce que c'est souvent le cinéma d'animation à Angoulême, souvent associé à l'MK, ou puis même autour de ça, il y a beaucoup d'écoles en France d'animation très réputées et très douées. Et en fait, je pensais que tu venais d'école principalement à cause du son. Alors, je ne suis pas un sondier, même ceux qui me connaissent, j'ai de très mauvaises oreilles, donc c'est pas un vrai compliment que je vais te faire, mais j'aime beaucoup le travail sonore du film. C'est vrai qu'il y a peut-être techniquement des choses qui ont dû être compliquées à mettre en place et qui donnent un peu un rendu parfois un peu plus minimaliste, on va dire, plus étouffé. Mais moi j'aime bien le côté dans les intentions. Et voilà, je voulais savoir si tu pouvais nous en parler. C'est vrai qu'au niveau du son, c'est assez compliqué parce que c'est réalisé avec un dictaphone, donc souvent dans la forêt, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de retouches à faire après au niveau du son, quoi. Tous les parasites autour. Mais donc c'est vrai que ça donne un son c'est assez froid en fait. Oui, c'est ça. Il y a comme un gros bruit de ronronnement là, de frigo qui domine tout le temps. C'est volontaire. Oui. Très bien, ok. Et combien de temps on met du coup pour... J'ai mis une année à peu près pour faire le film, mais souvent c'était à côté d'un boulot alimentaire. Donc, Ok. Et c'est quoi du coup sa vie maintenant? Est-ce que tu l'as... Parce qu'un court-métrage, en fait, comment ça se passe finalement pour le diffuser, pour le montrer, pour le faire vivre? J'avais un petit peu peur au début, le fait de faire ça en autoproduction, mais souvent il y a quand même un bon accueil à l'étranger dans les festivals internationaux. Donc, Côté pratique de ce genre de scénario où il n'y a pas de dialogue? voilà. Coup, Oui, parce que sinon il faut doubler souvent dans plusieurs langues en fonction des pays où on est accepté. Donc là au moins c'est une barrière en moins. Et un bon accueil, ça veut dire quoi du coup là tu l'as diffusé dans beaucoup de festivals ça... Pas tant que ça, mais une quinzaine de festivals, donc en Espagne, aux Philippines, au Mexique, donc en France, au festival du court-métrage d'Angoulême. Et non, c'est assez chouette. Mais au moins j'ai cette liberté créatrice de pouvoir raconter ce que je veux en fait, sans que ça soit forcément très joyeux la fin. Donc, du coup, je me fais j'ai aucune contrainte en fait. Donc, ça se voit. Ça se voit. Ok. Et au niveau des projets à venir, est-ce qu'il y a des choses en cours? Oui, j'ai un nouveau film avec des dinosaures qui sera prêt. Alors ça c'est comment, là, symboliquement au niveau de la famille, ça se passe comment? Ça c'est pour les personnes âgées? Oui, là c'est pas juste ma famille, du coup ça c'est par rapport à des relations que j'ai eues avec d'autres personnes et puis voilà. Eux ils ont plus été affectés donc mais c'est un peu plus joyeux. C'est un peu plus optimiste, on va dire. Et c'est en couleur. Enfin, du coup, Très bien. Ok.
que ça va? Vous voulez rajouter des choses? Non? Tout le monde a... Très bien. Écoute, Voilà. Bah, je vous merci remercie. beaucoup. Voilà, je crois que c'est la fin. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. C'est pas la fin? Ok. Alors on refait. On peut maintenant regarder les débats en vidéo. Très bien. Le mot de conclusion, j'avoue que je ne l'ai pas là en tête, mais je suis... voilà, on a brassé un peu tout ça. Tiens, attends, dis-le au micro. Tu as raté un scénario catastrophe. Un cocotier, les jeunes qui secouaient le cocotier pour se débarrasser de nous, ça aurait été très visuel, quoi. Mais je voudrais dire aussi surtout que pour la MPP, si tu veux, il y a de la cendre qui s'est entassée de temps en temps sur le foyer, mais il faut se dire que quand il y a un foyer mal éteint, le moindre souffle peut faire jaillir une étincelle. C'est ce que j'aime avec toi, Michel, c'est que tu fais les conclusions pour moi. Un mot en plus, non? Juste dire que bientôt j'espère, et on aura le nouveau visuel et alors ça sera pas un nouveau site, ce sera un site remanié. Et je remercie quand même Adrien qui est là ce soir et qui contribue au visuel qui est très très beau et qui pour l'instant vous ne pouvez pas encore voir. Voilà. Merci Adrien. Et merci à tous. Merci. Il y a des petits questionnaires d'évaluation aussi. Et à la MPP.